n'y a pas de film. Le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat. Dossier Ariel Dombal. Ariel Dombal, c'est une actrice, c'est une star, c'est une femme de 70 ans. Mais est-ce que l'âge a vraiment d'importance pour Ariel Dombal? Pas sûr. C'est une grande actrice, mais c'est aussi éventuellement quelqu'un qu'on connaît par sa relation médiatique avec Bernard-Henri Lévy. Mais c'est aussi une réalisatrice. C'est cet aspect-là que nous voulions explorer. Ariel Dombal a réalisé plusieurs films. On va essayer d'explorer sa filmographie. Peut-être avant d'explorer en détail, rappeler ses films principaux, puisque il y a dès 1982 la réalisation de Chassé croisé. En 1988, il y a Les Pyramides bleues, film, on le verra, qui est en partie connu parce que Alfonso Cuarón a servi d'assistant sur ce film et il a vraisemblablement appris toutes les astuces de réalisation qui feront son cinéma, je pense. Il y a aussi, bien plus tard, en 2013, Opium, en 2018, Alien Crystal Palace, et maintenant, Les Secrets de la Princesse de Cadignan, en 2023, sachant que Ariel a aussi réalisé des courts-métrages, elle a réalisé aussi des documentaires qui sont difficiles à voir et que nous n'avons pas pu voir, notamment La Traversée du désir, où nous saurons tout du désir de Nicolas Sarkozy. On a aussi un segment dans une anthologie érotique qui s'appelait X-Femmes, qui était manifestement, d'après le titre, inspiré de Diderot, puisqu'il s'appelle Le bijou indiscret. C'est une anthologie érotique et pas forcément le film d'Ariel, mais dans le lot, il y a quand même pas mal de films qui proposent des scènes pornographiques, c'est-à-dire au sens des scènes de sexe non simulées, par des réalisatrices comme Lola Doyon, Laetitia Masson, et parmi toutes ces réalisatrices, on peut dire que Ariel, c'est celle qui a le plus amené le film à elle. Ok. On va le voir que c'est une thématique très forte de son cinéma, ramener les choses à elle. On va commencer donc dans ce dossier, on va parler bien sûr des Secrets de la Princesse de Cadignan, qui est le film qui fait l'actualité avec une campagne promotionnelle assez inhabituelle pour son cinéma et un film qui est sorti dans une distribution plutôt large. Ça ne veut pas dire que les gens y sont allés, mais en tout cas, on a pu le voir. Deuxième partie, on va revenir sur ces films avec une filmographie qui est très étonnante. Troisième partie, on va parler de Ariel Dombal, cinéaste du désir et surtout désir pour Ariel Dombal. Et enfin, un petit bonus, on va vous parler de La fille et le garçon. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va être un dossier assez complet sur Ariel Dombal. La fille et le garçon, il y a un film sorti fin juin de cette année. Une sortie très discrète. Pour le coup, un film de Jean-Marie Bessé, qui n'est pas le singulier de Luc Besson. Je voulais la faire. Voilà. Non, mais c'est bien, t'as raison. C'est fait. Voilà, Luc Besson, cinéaste du désir aussi, mais Je suis content. on n'a pas trop envie de connaître quand même. Le désir à sens unique. Oui, voilà. Et d'ailleurs, du coup, c'est adapté d'une pièce du réalisateur. Donc, c'est vraiment une œuvre d'auteur, mais où on verra que Ariel Dombal, il joue un personnage très, très dombalien. Alors, commençons par Les Secrets de la Princesse de Cadignan. Oui. Alors, avant de laisser la parole à Martin et Paul, petit extrait de la bande-annonce. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse? Elle tue? Elle empoisonne? Pierre. Je veux voir votre album. Oh, Rastignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État? Celui-là aussi, vous l'avez vu? Savent-ils qu'ils sont ainsi classés comme un catalogue dans un musée? Ça ne les regarde pas. Les Secrets de la Princesse de Cadignan est un film qui est intéressant d'un point de vue cinématographique, car de la même manière que Serge Gainsbourg a montré que si on reprenait la Marseillaise en reggae, ça donnait quelque chose de très différent.
Les secrets de la princesse de Cadignan nous montrent que on peut adapter un matériau proche avec le même scénariste, mais pour avoir un résultat très différent. En effet, Les secrets de la princesse de Cadignan est une adaptation d'une nouvelle de Honoré de Balzac, tout comme l'était Les illusions perdues de Xavier Giannoli. Et c'est Jacques Fichy qui, dans les deux cas, s'était chargé de l'adaptation par le scénario. J'espère ne pas dire de bêtises là-dessus. Le film de Xavier Giannoli était une fresque épique et aussi intime sur les désillusions d'un jeune ambitieux qui souhaitait réussir dans la presse, puis auprès des royalistes. Les secrets de la princesse de Cadignan se passent après, puisque au contraire, on suit la déchéance, entre guillemets, d'une ancienne riche dame, riche aristocrate française, qui, au fur et à mesure des révolutions, a perdu de son prestige. Son mari est parti avec le roi Charles X, je crois, puisque là on est sur la deuxième restauration. Et donc on a cette femme désargentée, mais néanmoins fière, qui, assistée de sa meilleure amie, mais aussi rivale, va évoquer ses succès passés. Donc autant là, dans Les illusions perdues, on était sur un rise and fall, très scorsésien. Autant là, on est sur un fall et un peu fall et peut-être une rédemption sur la fin avec le personnage très inattendu qui est joué par Cédric Kahn, qu'on n'attendait pas là-dedans, le réalisateur du procès Goldman actuellement à l'affiche. Que dire des secrets de la princesse de Cadignan ? C'est un film qui est étonnant parce que, au-delà de la forme, c'est un film qui a déjà un parti pris esthétique qui est très fort et qui est très surprenant. D'aucuns diraient stupide, qu'il s'agit d'un film qui est un double récit enchâssé. Qu'est-ce que c'est un récit enchâssé ? C'est une structure qu'on connaît par les contes de Canterbury, par exemple, où on suit quelqu'un qui arrive dans un lieu. En général, il y a plusieurs personnes. Et ces personnes vont se raconter des histoires qui vont donner lieu à des scénettes. Donc voilà, c'est une structure de récit très classique. Donc ici, on a la princesse de Cadignan qui profite d'un album de croquis, de souvenirs de ses anciens amants pour raconter comment elle a plumé ces personnes qui étaient vaniteuses et qui, finalement, face à l'amour, se sont retrouvées démunies de cœur et d'argent. Mais là où il y a un génie proprement dombalien, c'est qu'à ce récit enchâssé s'ajoute un autre récit enchâssé, qui est celui de Balzac, qui imagine le récit pour pouvoir dépeindre ses contemporains, les gens de son époque. Et là où c'est très fort et à la fois très stupide, c'est que donc Balzac est interprété par Michel Faux, que les amateurs de Alien Crystal Palace connaissent bien, puisqu'il y était extraordinaire. Donc Michel Faux, qui joue Balzac, et qui est en train d'écrire l'histoire, et donc comme il écrit l'histoire, il ne joue aucun rôle dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que il est présent comme quelqu'un qui filmerait la scène, mais il ne fait rien. Il a 2-3 lignes dans le film. Des fois, il est invité à une réception. On lui dit « Bonjour, monsieur de Balzac. J'espère que vous ne serez pas trop dur avec nous. » Voilà. Et il sert à rien. Mais il est très présent. On le voit beaucoup. Il erre un bout de papier à la main. Raconté comme ça, c'est pas grand-chose. Le film fait 1h25. Donc, c'est pas un film très long. Et sur ces 1h25, il doit y avoir un quart d'heure de Balzac qui ne fait rien. Et ça, déjà, c'est un parti pris esthétique d'adaptation très fort. J'aime bien l'idée de l'auteur, donc Balzac qui est quand même connu pour avoir su dépeindre la société de son époque. Là, elle en fait, donc un auteur au milieu de ces personnages, mais comme si c'était un témoin. C'est pas que Balzac n'a rien inventé, mais voilà, il a juste eu à puiser autour de lui pour écrire ses romans. C'était aussi, je pense, surtout un hommage à Balzac lui-même, plus que d'adapter une de ses nouvelles. Il y a un vrai juste hommage à l'auteur.
que je trouve d'ailleurs assez touchante et c'est assez élégant. Ouais, je suis assez d'accord avec Paul. Je trouvais l'idée sympa. Donc parfois il y a des choses un peu lourdes, je trouve quand même sur la façon dont c'est écrit, c'est-à-dire que la première apparition de Balzac, il est dans son lit et il y a son majordome qui arrive qui lui dit ah, je vous ai apporté du café, du nouveau café, il est plus fort que l'arabica et tout, parce qu'on sait que Balzac était caféinomane, qui prenait du café tout le temps, quand il écrivait, il mangeait des grains de café et tout, donc bon, il y a des petits trucs un peu genre un peu amenés au forceps, quoi, qui sont pas indispensables, mais après j'ai bien aimé effectivement le fait de le voir se balader, de le voir rencontrer les personnages, un peu se promener dans l'univers qu'il décrit, parce que ça c'est aussi un effet du roman feuilleton et du roman du 19e siècle qui se passait toujours dans des lieux qui existaient vraiment pour que le public puisse se projeter dans ces lieux. Et là, il y a un peu ce côté-là parfois avec Balzac. Et il faut aussi noter que Balzac, ses scènes finalement sont presque, pas forcément toutes, parce que je veux pas généraliser, mais parfois c'est les scènes qui sont filmées de façon très simple et très fluide. Parce qu'il se promène, donc il y a des travelling avant, travelling arrière, où tu vois vraiment tout le décorum autour de lui. Et c'est ça que je trouve intéressant dans un film qui arrête pas d'alterner tu vois qu'Ariel Dombal, elle arrive toujours à faire évoluer ses personnages dans des décors qui sont assez grandioses. Ça, on peut pas lui enlever, hein. Elle a des châteaux intérieurs, extérieurs, tout ça que la caméra peut bien mettre en valeur. Et à côté de ça, t'as des plans qui ont l'air d'être complètement pris à l'arrache, genre caméra à l'épaule avec le caméraman qui doit se prendre les pieds dans un câble, mais bon, on la garde, on s'en fout. C'est assez particulier. Et au milieu de tout ça, les scènes avec Balzac, ça reste ce personnage un peu fantomatique. C'est un peu on ne sait pas si le fantôme c'est lui ou si c'est les personnages qui l'observent. Il y a un peu ce côté-là. Est-ce que les personnages qu'il décrit sont vraiment, on a l'impression parfois d'automates, de gars qui sont pas vraiment là. C'est assez particulier. C'est des scènes qui ont une petite ambiance sympa, je trouve. Les scènes avec Balzac. Et puis, Michel Faux, bon, il est là, quoi. Il est dans son rôle. Il est bien maquillé en honoré de Balzac. Il a la coupe de cheveux et la moustache qu'on connaît. Moins sûr pour la moustache, mais en tout cas, il a la coupe de cheveux de Balzac. Et voilà. Et donc, il fait le job. Disons que t'es moins gêné pour lui dans ce film que dans Alien Crystal Palace. Parce que Alien Crystal Palace, la perruque de Michel Faux, on pourrait faire une place dessus, quoi. Voilà, en fait, je voulais juste rajouter un petit passage. Je trouve aussi intéressant le fait qu'Ariel Dombal fasse un film adapté d'Honoré de Balzac, dans la mesure où Ariel Dombal, c'est une comédienne, notamment dans les films d'Éric Rohmer. Et donc, Éric Rohmer, qui était un cinéaste de la Nouvelle Vague. Et Balzac était un auteur très apprécié des auteurs de la Nouvelle Vague, notamment le personnage d'Antoine Doinel dans Chez Truffaut est passionné de Balzac. Jacques Rivette a adapté 3 fois Balzac avec Ne touchez pas la hache, La Belle Noiseuse, qui est une adaptation du chef-d'œuvre inconnu. Et dans son film, son chef-d'œuvre pour moi, Out 1, le personnage principal, donc qui est joué par Jean-Pierre Léaud, donc Antoine Doinel, même si là il joue pas Antoine Doinel, il croit repérer un complot quelque part, il va enquêter sur un texte qu'on lui a remis qui va l'amener à un groupe qui apparemment s'apparente au groupe des 13, qui est un groupe de comploteurs qu'on retrouve dans 3 romans de Balzac. À un moment, il veut en savoir plus sur les 13, il va voir un universitaire balzacien, et cet universitaire est interprété par Éric Rohmer, qui te parle de Balzac pendant 10 minutes, c'est phénoménal. Voilà, donc quelque part, il y a un peu le film qui boucle la boucle dans la carrière d'Ariel Dombal, dans le fait qu'on a l'impression qu'elle revient à ses débuts, et aussi dans sa filmographie, c'est là aussi la première fois qu'elle-même admet qu'elle vieillit. Son personnage dit je n'ai plus 20 ans, je ne suis plus jeune. Voilà, il y a de longs dialogues, de longs monologues sur le fait qu'elle vieillit, qu'elle est plus aussi belle qu'avant. Et ça, je trouve que c'est une étape. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Bon, faut voir ce qu'elle va faire après. Hein. Peut-être que dans le prochain film qu'elle fera, elle interprétera une jeune top modèle de 20 ans, je sais pas. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas dans ces films d'avant. Sachant qu'elle dit oui, je vieillis. Et c'est intéressant. Et puis, on en parlera. Il y a une scène extraordinaire qui est liée au vieillissement. Mais ça reste la plus belle. Ça reste la plus belle, celle que un seul regard d'elle peut changer le destin d'un homme.
ok, elle s'est retirée des affaires, un peu pour laisser sa chance aux autres, parce que elle était trop au top du jeu. Elle a tué le game. Mais ce que tu disais sur le côté cercle dans sa filmographie, boucle bouclée, c'est très intéressant parce que c'est un film qui est un petit peu un film somme. C'est un film qui commence par Hippolyte Girardot qui fait ses valises pour la quitter. Hippolyte Girardot qui jouait le rôle principal à ses côtés des Pyramides Bleues. C'est aussi un film qui se termine par une chanson de Nicolas Kerr qui a joué un rôle très important dans la vie d'Ariel Dombal sur les dernières années. C'est un film avec Julie Depardieu qui est une amie proche et qui jouait dans Opium aussi. Donc il y a vraiment ce côté très très dombalien et un aspect aussi qui me paraît extrêmement dombalien dans ce film, c'est le fait qu'il y a un décalage assez fort entre l'ambition cinématographique et les moyens pour les réaliser. Typiquement, on dit le cinéma historique, c'est un cinéma qui coûte de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute les interviews d'Ariel Dombal autour de la préparation du film, elle était un peu remontée parce que les technocrates, ils veulent pas donner de l'argent pour financer les beaux films, etc. Et puis, comme Les Illusions perdues ont eu le César, tout d'un coup, alors là, Balzac, les bourses s'ouvrent pour Balzac. Mais pour autant, on peut pas dire que ça s'ouvre très fort parce que il y a ce contraste, comme vous l'avez dit, entre le côté on filme dans des châteaux, dans des lieux luxueux réels, et le fait que tout a l'air méga cheap, quoi. Ouais, alors ça se voit. Je crois que le budget est de 1 million tout juste. Ah oui, c'est pas énorme. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Et oui, ça se remarque. C'est vraiment pas énorme. Il y a vraiment des plans qui dénotent. Je pense quand elle se met à faire du cheval avec un de ses amants. Et il y a ces espèces de plans embarqués sur le cheval qui ont l'air d'être filmés à la GoPro dégueulasse. L'image est pixelisée. Oui, ouais, littéralement pixelisé. Ouais, c'est une GoPro, mais il y a 10 ans, hein, pas une récente. Il y a énormément de dialogues en post-synchronisation. Et oui, il y a aussi une scène assez marquante là-dessus. Alors, ça a peut-être dû être un élément, le peu de moyens sur la mise en scène. C'est un moment où c'est donc le personnage joué par Stanislas Mérard, Michel Chrétien, qui fait la révolution de juillet. Et donc il se retrouve au cœur d'une grande bataille, mais ce n'est filmé que depuis un intérieur, l'intérieur d'une maison ou d'une tour, je sais pas, d'où en fait il se réfugie et les ennemis sont totalement dehors, mais on ne les voit pas. On voit des hommes tirer vers le hors-champ. Ouais, et puis c'est à ça que je pensais quand je parlais des trucs filmés caméra à l'épaule. Où là, tu sens que la caméra s'agite dans tous les sens pour pas montrer qu'il y a rien autour. Et en fait, t'as l'impression que, c'est ça, qu'il y a un côté cache-misère. On va dire, il y a une certaine richesse de costumes de ce côté-là. Oui. Et de décors, mais c'est des décors, pas naturels, mais on va dire que quand ils vont filmer dans un château, ils ont pas amené leurs éléments de décor, quoi. Le château, il est vraiment comme ça. C'est intéressant ce travail sur les costumes parce que, on parlait tout à l'heure du fait que qu'Ariel Dombal, c'est le premier film où où on l'entend dire je vieillis, je ne suis plus celle que j'étais avant, tout ça. Et au fait, elle dit qu'elle vieillit, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment. On sait quand on est dans le passé et qu'on est dans le présent, mais physiquement, elle est la même. Les scènes du présent où elle est censée être vieille et, je crois, selon ses propres termes, flétrie, elle a exactement le même visage, les mêmes gestes, la même façon de bouger que quand on raconte des choses qui ont lieu des années avant. Et je crois que pour ça, c'est les costumes aident beaucoup, quoi. Les costumes d'époque où elle porte tout le temps des voilettes, des choses qui permettent de montrer le moins possible le visage. Et tu sens qu'elle a conscience de ne plus être celle qu'elle était il y a 30 ans, ce qui est tout à fait normal, hein. Et voilà, mais que elle accepte de le dire, mais elle accepte pas de le montrer. Qu'on peut pas lui reprocher forcément, hein, c'est pas, de toute façon, on vient pas pour voir Ariel Dombal qui est vieille, c'est pas le sujet du film. Mais tu sens qu'il y a une acceptation elle accepte de le dire, mais elle peut pas le montrer, quoi. Elle peut pas se montrer comme quelqu'un qui vieillit. Il y a toujours ce côté un peu
beauté surnaturelle extraterrestre qui subjugue les hommes, jusqu'à Cédric Kahn. Donc je trouve le casting dans tous les films d'Ariel Dombal, il y a toujours un casting assez dingue. Il y a plein de monde, tu sens que c'est des amis à elle, mais qu'au fait ils sont là et ils se donnent pour le film. C'est pas juste ouais, on est là pour rendre service, pour balancer 3 répliques et on s'en va. Dans ce film-là, t'as quand même Olivier Py qui te fait l'accent allemand le plus caricatural du monde. Je vais même pas essayer de l'imiter. Qui te fait un personnage qui s'appelle Nucingen et c'est vraiment tu te dis non mais attends, mais moi même pour mon meilleur pote je joue pas comme ça. C'est un peu gênant, mais c'est un côté hypnotisant. Puis et effectivement c'est très étonnant de voir Hippolyte Girardot qui vient juste le temps de monter dans un carrosse. C'est-à-dire qu'il faut faire le parallèle avec les pyramides bleues. Il faut voir les pyramides bleues comme l'homme de Rio pour Hippolyte Girardot. Il court dans tous les sens, il fait de la moto, il court après Ariel et tout. Et puis là, t'as l'impression qu'il arrive sur le tournage, on l'habille, il dit bon bah qu'est-ce que je fais ? Tu vois le carrosse, tu montes dedans et puis bah on retourne chez toi. Mais je sais pas, ça fait partie du cinéma d'Ariel Dombal, le côté le cinéma un peu on peut dire de réseau, mais pas au sens de réseau d'amis quoi au fait, de gens où tu sens qu'au fait elle les a pas pris en otage, elle les fait pas chanter avec quoi que ce soit, quoi. À mon avis, c'est des amis à elle, et puis ils viennent, et puis ils font le job avec cœur. Bah, il faut dire que Ariel a un capital sympathie quand même conséquent, et qu'elle a eu une carrière, donc on cite Romer, tout ça, mais bon, c'est aussi un Indien dans la ville. Oui. Et assez régulièrement, elle joue dans des films quand même assez populaires. Elle était dans Alibi.com 2, il y a pas longtemps. Elle était aussi, un film dont, quand on pense à Ariel Dombal, on peut pas ne pas penser au jour et à la nuit de Bernard-Henri Lévy, forcément, vu que c'est au point que quand tu vois les films d'Ariel Dombal et que tu vois ce film après, tu peux presque croire que c'est elle qui l'a fait. Parce que elle joue le personnage le plus bombalesque possible. C'est-à-dire la femme dont va tomber amoureux Alain Delon alors qu'il est reclus au Mexique, qu'il veut voir personne et tout. Et là, elle arrive et puis d'un seul coup, c'est oui, bah ok. Je me ferai tout ce que vous voudrez. Bon, je schématise, mais voilà. Et donc, pour finir sur la question du réseau, c'est assez intéressant de voir l'évolution de la carrière et de l'image qu'on a d'Ariel Dombal. Moi, personnellement, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert Ariel Dombal avec Un Indien dans la ville, où elle joue déjà un personnage très dombalesque, c'est-à-dire elle joue la future femme, la fiancée de Thierry Lhermitte, qui est une adepte de yoga. C'est la première fois que j'entendais parler de chakra, de trucs comme ça. Bah, c'est à Ariel que je le dois. Donc, Ariel, je te remercie. Voilà, tous ces trucs-là qui sont parvenus jusqu'à nous et qui se sont amplifiés. Tout le côté New Age et tout, c'est ma première incursion dans ce domaine, c'était grâce à Ariel. Et à l'époque, Ariel, faut se rappeler qu'il y avait, je sais même plus si ça existe encore, les Gérards du cinéma, qui récompensent chaque année le pire du cinéma, mais il faut savoir que pendant quelques années, Ariel Dombal avait sa propre catégorie. Donc l'équivalent des Césars, mais en pas bon, le Gérard de la comédienne qui profite le mieux des réseaux de son mari. Donc de BHL. Donc on sous-entendait que tout ce qu'elle arrivait à faire, elle arrivait à le faire parce que c'était la femme de BHL. Et il y avait même une dernière catégorie où c'était le Gérard de la comédienne qui commence à de moins en moins profiter des réseaux de son mari, quand les gens se sont rendus compte, quand on a commencé à moins la voir ou quoi. Et au fait, le fait est que maintenant, à l'époque, on disait Ariel Dombal, Bernard-Henri Lévy, ils se sont rencontrés, ces deux-là, ils se sont trouvés. Et au fait, là maintenant, on voit que Ariel, c'est quelqu'un qui a quand même un assez fort capital sympathie, on va dire à l'inverse de Bernard-Henri Lévy. C'est peut-être même lui qui maintenant aimerait bien pouvoir profiter des réseaux de sa femme. Ah bah peut-être. Alors après, c'est vrai que la différence entre BHL et elle, en tant que cinéaste en tout cas, Ariel, elle a un espèce d'éclat. Je veux dire, les secrets de la princesse de Cadignan, ça s'ouvre sur un plan. On la voit elle en gros plan, en costume, entourée de figurants, avec une lumière très très accentuée, très artificielle aussi. Elle veut créer l'image qui accroche directement. Et tous ces films sont esthétiquement quand même vraiment léchés. Oui, c'est vrai. J'ai peut-être une idée sur l'aspect pourquoi donc elle a réussi à avoir des gros castings. C'est aussi, je pense, elle a un côté, une folie douce qui est assez rare. Et moi, je suis très content de voir un nouveau film d'Ariel Dombal. Et il y a peut-être joué dans un de ses films, c'est un peu comme jouer chez Jean-Pierre Mocky ou Quentin Dupieux. C'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas, voilà, peu importe la qualité. Tu prends Incroyable mais vrai, là, où Benoît Magimel joue un gros beauf qui a une bite électronique. T'as rarement l'occasion de jouer un rôle comme ça. Un rôle assez fou comme ça.
peut-être que des gens aussi acceptent sur cet argument de délire qu'on ne propose pas tous les jours. Hein, mais ça, c'est certain. C'est que je pense il y a aussi un charme quand tu dois la rencontrer. J'imagine que en fait, c'est là la différence avec BHL, c'est que j'imagine que Bernard-Henri Lévy, quand tu le rencontres, il va t'embarquer dans des trucs et t'oseras pas lui dire non parce que t'as peur. Là, tandis que elle te charme, au fait. Je pense qu'il y a vraiment ce côté, enfin, je veux dire, elle a ce côté oui. charmant. Et la principale différence, je pense, entre les deux, c'est que elle se filme pas en documentaire en train de déclencher une guerre. BHL, il le fait et en mode, vous avez vu, vous avez vu Tobruk là? Bah, si j'avais pas été là, laissez-moi vous dire que non, mec, t'as foutu le bordel. Je pense que leur capital sympathie, il y a eu un croisement à un moment et puis c'est. Ouais, non, je pense que ils ont pas. Alors, quitte à faire aussi la comparaison, c'est qu'Ariel Dombal, elle a pas trop d'ego. Alors, elle en a peut-être, je sais pas, mais un cas typique, comme Benjamin, tu l'as dit, sur les Pyramides Bleues, son assistant, c'était Alfonso Cuarón, qui était ce qui n'était pas encore ce pourquoi il est connu. Je suis pas très sûr de la grammaire de cette phrase. On lui a plusieurs fois posé la question, vous vous souvenez, Alfonso Cuarón, qui était assistant, tout ça. Elle est toujours très contente et elle dit, oui, je m'en rappelle de lui, c'est un mec adorable, qui a plein d'idées, je suis content d'avoir bossé avec lui. Elle dit même que c'était un mec qui déjà savait faire des films et que heureusement il était là. Elle a eu une bonne équipe. Cuarón aurait été assistant de BHL. Tu poses la question à BHL, il te dirait que Cuarón n'était rien sans lui. Je voulais juste parler de quelques éléments qui ont été évoqués et qui me paraissent très, très importants pour la princesse de Cadignan. La première chose par rapport à Hippolyte Girardot, le fait que donc toi, Martin, tu parlais du vieillissement d'Ariel Dombal, et justement, ce qui est très intéressant dans ce début, c'est que Hippolyte Girardot, il a l'air vraiment vieux et fatigué dans ce film, alors que Ariel Dombal, à la fois parce que c'est elle, et puis à la fois parce que il y a un peu quand même la magie de la chirurgie esthétique, ne nous cachons pas tout. Elle a pas tant vieilli en fait. Elle est devenue peut-être un peu plus étrange que à l'époque où elle était jeune, où elle avait peut-être un visage plus rond. Là, elle a ce visage très anguleux maintenant. Ça reste une belle femme. C'était pas si longtemps qu'elle faisait le crazy et tout ça, donc c'est quand même intéressant pour ça. Ouais, et surtout quand tu compares avec sa première apparition au cinéma, enfin dans le cinéma d'Éric Rohmer, c'est dans Perceval le Gallois. Et je me rappelle quand j'ai vu le film, je savais pas qu'elle était là, mais je ne la reconnais presque pas parce qu'elle elle a 25 ans, mais elle a encore un petit côté un peu adolescent avec des joues toutes rondes et tout. J'hésite à la reconnaître. Non, Ariel Dombal, c'est une beauté un peu, on pourrait presque dire une beauté extraterrestre. Elle a un côté, c'est un peu comme Nicole Kidman. C'est cette beauté une beauté on peut dire de papier glacé presque. Vraiment le côté pas réel. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui est hors de ce monde. Et du coup, en fait, ce qui est très intéressant dans ce que vous disiez, c'est que, en fait, le cinéma d'Ariel Dombal, c'est pas un cinéma de capital financier, mais c'est un cinéma de capital relationnel, en fait. Elle s'arrange toujours pour avoir très bons compositeurs, entre guillemets très bons, je sais pas, parce que la musique dans Les Secrets de la Princesse de Cadignan est absolument abominable. Il y a une espèce de reprise des Indes galantes qui est affreuse. Il y a des scènes où elle fait du cheval, on dirait qu'il y a du Hera derrière, enfin qu'il y a une espèce d'Eurodance dégueu, enfin, il y a un petit mauvais goût qui est bien sympa. Mais bon, par exemple sur les Pyramides Bleues, il y a Francis Lay qui a fait la musique, des choses comme ça. Donc il y a toujours cette cour autour d'Ariel Dombal, de gens qui acceptent de faire les choses les plus étonnantes et qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent que les films d'acteurs sont des films qui sont pas forcément visuellement époustouflants, mais qui sont particulièrement bien dirigés. Le cinéma d'Ariel Dombal, c'est pas ça, parce que en général, tout le monde joue comme des savates. Par contre, elle essaye des trucs artistiques. Et comme elle a pas les moyens, et comme elle a, je sais pas, j'ai un peu peur de dire ce que je vais dire, mais comme je vais le dire, je pense qu'elle a pas le talent non plus, ou elle a pas bossé ce qu'il faut. Enfin bref, il y a un truc qui tombe à côté, mais il y a cet aspect artiste de cirque qui fait un très beau numéro
et qui tombe sur le cul à la fin. Et c'est pas mal, en fait. On peut dire que ça force le respect, au fait. C'est-à-dire que quand le film commence, t'es là, mais putain, mais qu'est-ce que je regarde? Et après, tu vois qu'elle tient le truc, qu'elle le tient jusqu'au bout, qu'elle va jusqu'au bout de son truc. Donc, ok, c'est raté sur plein d'aspects, mais tu te dis, ok, elle a eu foi dans son projet, et elle l'a fait. Et ça, c'est magnifique parce que il y a un côté, il y a un petit côté Tommy Wiseau, en fait, dans le cinéma d'Ariel Dombal, mais en bien, enfin, en positif. Et qui n'est pas tombé dans le cynisme et dans le mercantile. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce qui était intéressant, c'est que comme c'était son propre argent, il pouvait se permettre de faire ce qu'il voulait. Et là, en fait, les films d'Ariel, ce sont des films qui sont faits avec peu de moyens, qui se font parce que elle connaît un tel qui a un château, 3 acteurs qu'elle connaît parce que c'est ses potes. Et du coup, elle se permet de faire ce qu'elle veut. Il y a personne qui vient l'emmerder en lui disant « Non, mais écoute, tu peux pas mettre de danseurs de hip-hop sur la scène de l'opéra qui font des trucs pourris. » Elle y va. Il y a personne qui va lui dire « Écoute, la scène où tu compares tes seins avec Julie Depardieu et après tu demandes à la domestique de montrer ses seins pour pouvoir vérifier que comme elle est jeune, elle a des plus gros seins, c'est pas la meilleure scène du monde. Eh ben, elle s'en fout. Elle y va. Si elle a envie de filmer ça, elle va filmer ça. Et c'est pas quelque chose que tu vois partout. C'est pas quelque chose que tu avais forcément envie de voir, mais tu l'as vu et tu en ressors différent. Pour en revenir sur la question des moyens, Ariel Dombal, c'est une esthète, clairement. Et on associe un peu toujours des gens esthètes à un goût très raffiné. Donc on associe jamais vraiment le esthète à quelqu'un qui a du mauvais goût, on va dire. Peu importe. Mais c'est vrai qu'Ariel Dombal, même si elle a pas les moyens, elle tente, elle y va. Et Les Secrets de la Princesse Gagnant est vraiment beaucoup là-dessus. C'est vrai que c'est espèce de musique électro, techno, là, paf, par-dessus une petite balade à cheval au château. C'est curieux, mais voilà, je suis content d'avoir vu ça. Moi, cette musique, ça m'a rappelé une chose. Ça m'a surtout rappelé le film Le Libertin de Gabriel. Alors, je sais jamais si on dit Gabriel Aguillon ou Aguillon. Je sais pas comment on dit. On va dire Aguillon. Et en fait, en gros, ce film-là, c'est à peu près la même chose, mais avec une débauche de moyens qui amène vers la vulgarité, une vulgarité passe, quoi, vraiment. Tu vois tout le cinéma français qui est là. T'as Ariel Dombal, t'as Josiane Balasco, t'as Vincent Pérez, t'as Michel Serrault. Tout le monde est là. Tout le monde, je pense, a été très bien payé. Tout ça. T'as des petites jeunes qui sont là. T'as Vaina Jokante, t'as Audrey Tautou qui est là. Et tout ça pour faire un film, donc adapté de Eric Emmanuel Schmitt, mais pour faire un film, il est irrémédiablement vulgaire. Et justement, avec la musique de Bruno Coulet, il est comme ça, qui est une espèce de musique électro, un peu, mais très malaisante, surtout quand elle est censée évoquer une séquence où une personne découvre son homosexualité. Là, t'as l'impression d'entendre le Homosexualus Discoteca de Jean-Yann dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, quoi. Le truc hyper lourdingue. Et donc, dans cette scène, dans ce film, il y a cette scène absolument fabuleuse d'Ariel Dombal, à qui on présente il y a un noble un peu, je me rappelle plus exactement qui est le personnage, c'est la scène qui m'a marqué, c'est que c'est un personnage de loufoque, d'inventeur loufoque, qui crée ce qu'il appelle un orgue à cochon. C'est-à-dire, c'est un orgue où chaque note de musique est reliée à la queue d'un cochon, ce qui fait que quand tu tapes sur la note, le cochon fait la note. Donc, faut imaginer que le gars se met à jouer Au clair de la lune sur l'orgue à cochon, et entre 2 passages de Au clair de la lune, t'as Ariel Dombal qui fait des vocalises, qui fait oh 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 oh, voilà. Ça, tu vois ça, tu te dis, ok, Ariel Dombal, c'est quelqu'un qui peut se permettre de faire ça et de continuer à avoir une carrière après. Et ça, c'est franchement pas tout le monde. Mais c'est vrai que, comme dit Benjamin, elle fait des trucs, ça passe ou ça casse, peu importe, elle les fait. Et là-dessus, oui, ça me fait penser au cas Jeannette de Bruno Dumont, qui est un film que j'adore, totalement au premier degré, j'adore ce film. Musique de Christophe. Non, ça c'est Jeanne, c'est la suite. Putain, j'avais l'occasion de placer Christophe, je l'ai raté. Ouais, donc Jeannette, comédie musicale sur l'enfance de Jeanne d'Arc, avec la musique c'est Igor avec 3 R, du gros son qui envoie, je saurais pas dire exactement le style, mais mélange d'électro, métal, chanté, dansé par, donc dans un film de Bruno Dumont, donc un casting amateur,
Du coup, ça contient par exemple une scène où l'oncle de Jeanne d'Arc fait un rap en dansant et puis après il danse à Tectonique. En bordel. Il y a tout pour que ça se casse la gueule. Le film, il est pas parfait. Peut-être, c'est pas grave, mais ils l'ont fait et c'est un truc qu'on voit pas tous les jours. Enfin, et Ariel Dombal, elle a ce discours aussi elle veut s'emparer de la matière cinéma, donc de faire un film. Elle avait dit ça à propos de Alien Crystal Palace. Elle veut faire des films qui ne soient pas autre chose que du cinéma, qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ouais. Et ce qui est une démarche totalement saine, je dirais, artistiquement parlant. Transition. Parlons donc des autres films d'Ariel Dombal. Je te propose, avant de se lancer dans cette aventure, d'écouter un petit extrait d'une bande-son d'un des films d'Ariel. Là, on va parler de la réalisatrice, c'est Dolores River. Ce qu'elle fait, Dolores, c'est une des vidéastes les plus influentes de sa génération. Elle apporte toutes les disciplines de l'image. On peut parler un petit peu de la filmographie d'Ariel Dombal. Donc, évoquer rapidement, en quelques mots, les films qu'elle a réalisés pour donner envie à nos auditeurs de se plonger dans ce corpus qui est relativement court. En plus, Ariel Dombal a le mérite de faire des films qui ne dépassent pas l'heure et demie, et ça, on la remercie. Je sais pas qui veut commencer. Moi, j'ai pas vu Chassé croisé, donc c'est pas moi. Chassé croisé, c'est vraiment on pourrait dire un petit film, filmé avec quasiment aucun moyen. Elle avait 22 ou 23 ans, je crois, quand elle l'a fait. Et en fait, à l'époque, donc elle avait envie de réaliser des films, et on lui a dit ce truc de n'attends pas l'argent, n'attends pas, fais, vas-y. Donc c'est un film, donc au moyen léger, ce qui se voit, qui raconte l'histoire donc de Pascal Grégory, qui travaille dans je sais plus où est-ce qu'il travaille. C'est assez confus, en effet. J'ai un doute. En plus, non, je crois que c'est vraiment dit assez clairement au début, mais bref, c'est un pianiste de talent qui est assez frustré parce qu'il ne vit pas de la musique. Et il va voir une jeune femme, donc Ariel, qui est libraire dans une librairie religieuse. Ouais. Il va se mettre à la suivre, à être obsédé par elle. Le truc, c'est que tout au long du film, il va remplir une grille de mots fléchés. Ça va être vraiment le fil rouge du film. Et il va être obsédé par elle. Alors, on dirait, je sais pas si c'est une vraie influence ou pas, on dirait un giallo. Ouais, pour de vrai, absolument. C'est vraiment Pascal Grégory qui est un mec un peu fou, qui a des mains gantées tout le temps. Et il y a ce même truc de perversion, de folie avec une dose de voyeurisme et voire d'érotisme. Ariel Dombal joue nue, toujours. Elle se met elle-même nue. Alors j'imagine dans un rêve, enfin dans un fantasme du personnage de Pascal Grégory, puisqu'elle est allongée nue sur un sol à carreaux, un carreau noir et blanc. Comme les mots croisés, comme un jeu d'échecs. Et c'est vraiment une espèce de film, c'est vraiment un premier jet, très insouciant et très plaisant à regarder. Ça dure 1h20, c'est nickel. Ouais, j'étais assez étonné aussi par ce film, qu'en fait, je vous avoue que je l'avais déjà vu, mais que j'en gardais des souvenirs très, très limités. Je me rappelais juste, effectivement, de l'histoire des mots fléchés, qui, au fait, en gros, au fur et à mesure du film, au fur et à mesure du parcours de Pascal Grégory, il y a des mots qui lui viennent à l'esprit en fonction de ce qu'il voit, et ça lui permet de remplir sa grille. Et je pense que ça c'est typiquement des idées de premier film, au fait. C'est-à-dire des idées qui fonctionnent pas totalement, mais t'es tellement content d'avoir eu cette idée qu'en gros tu la gardes. Et tu la gardes jusqu'à personne te l'enlèvera, dans la mesure où tu peux faire ton film comme tu veux. Et c'est vrai que c'est un film qui est très étonnant. Déjà, on voit le côté réseau d'Ariel, parce que il y a un casting assez incroyable pour un premier film, et surtout pour un premier film sans argent comme ça, parce que bon, t'as Pascal Grégory, t'as Pierre Clémenti qui joue un jeune homme qui demande à Ariel, qui dit je veux recréer des tableaux de la mythologie et vous ressemblez à une déesse, donc en toute modestie, c'est Ariel, hein, donc normal, voilà.
Voilà. Après, t'as des scènes comme ça où t'as Ariel Dombal qui interviewe des gens. À un moment, elle fait une interview de Philippe Solers. Elle fait une interview de François-Marie Bagné, qui était aussi un proche d'Éric Rohmer. Dans le film, t'as Rosette, donc une des actrices récurrentes d'Éric Rohmer, qu'on retrouvera aussi dans Alien Crystal Palace. Et dans les Pyramides Bleues. Je crois qu'il était aussi dans les Pyramides Bleues. Voilà, c'est ça. Et t'as aussi une scène où, d'un seul coup, au moment de la scène où on va voir les jeunes filles qui représentent les déesses, tu vois des hommes qui sont en train de jouer au poker. Et les hommes, c'est des hommes en costume et tout. Et t'as genre Roman Polanski, donc pour qui elle venait de tourner dans Tess, et enfin il y a quelques années de ça. Et il y a Éric Rohmer. Et donc c'est intéressant de voir. Je pense vraiment que c'est pas si facile que ça de convaincre Éric Rohmer et Roman Polanski de venir faire 2 minutes dans ton film. Donc je pense que vraiment il doit y avoir un charme Ariel Dombal qui fait que qu'elle peut aller voir les gars avec qui elle a bossé et puis leur dire bah tiens moi je fais mon film maintenant, est-ce que tu peux venir une journée comme ça, on te fera dire des trucs sans intérêt mais au moins tu seras là. Et ouais, c'est dès le début il y a ce côté, elle fait des films avec des gens avec qui elle a envie de bosser, des gens qu'elle connaît, et c'est très très étonnant les castings de ces films, parce que c'est limite mieux de regarder ces films sans regarder le casting avant, parce que du coup sans regarder le générique au fait. Parce que du coup t'es surpris quoi. D'un seul coup tu vois Polanski débarquer, t'es là ah bon ok. Tu vois Éric Rohmer, tu te dis attends mais Rohmer quand même c'est quelqu'un. Faut savoir que pendant la première moitié de sa carrière, Éric Rohmer c'est un pseudonyme parce que sa famille, pour sa famille il vient de la noblesse, enfin de la haute bourgeoisie, et pour sa famille le cinéma c'était pas un art noble. Donc il a réalisé des films sous pseudonyme, et il voulait pas se montrer à l'écran pendant longtemps parce que il voulait pas que sa famille découvre qu'il faisait du cinéma. Ça fait partie de la légende de Rohmer. Et puis d'un seul coup, dans un film d'Ariel Dombal, dans son premier film qui est tourné avec zéro argent, elle arrive à réunir toutes ces personnes-là. Et oui, et donc je voulais juste finir sur, effectivement, tu parlais de l'influence du giallo. Je trouve que c'est vraiment très juste, parce que il y a même à la fin du film, quand Pascal Grégory agresse Ariel Dombal, c'est filmé genre au ralenti, c'est une vision qui devient totalement fantasmagorique et tout. C'est extrêmement, tu vois que c'est inspiré par ce cinéma-là, ou alors si ça serait troublant qu'elle l'ait pas fait exprès, franchement. Oui, c'est vrai. Je serais pas étonné en soi qu'elle l'ait pas fait exprès, mais ouais, c'est en 82-83, donc je veux dire les grosses heures du giallo sont encore fraîches. Ouais. Et il y a aussi ce truc dans la forme que il y a des scènes. Alors franchement, j'ai vu le film il y a pas longtemps, hein, mais je n'ai plus de souvenir de la raison de cette scène de poker. Moi non plus. Comme il y a aussi des, ouais, toi non plus, bon bah, voilà. No reason. Mais comme il y a aussi à un moment, donc il y a Philippe Solers et François Sagan, voilà, qui en fait ne jouent pas. Enfin, ils sont interviewés par Ariel Dombal. Voilà. Au milieu de film. Elle a des idées, elle les fait, peu importe la cohérence. Disons que voilà, surtout ne pas se lisser et les perdre. Ouais, mais donc on le fait. Ouais, surtout moi j'étais aussi content de voir un comédien comme Pierre Clémenti qui est un comédien aussi vraiment particulier, et puis voilà quoi, c'était quelqu'un qui jouait des rôles tout le temps de personnages très souvent des personnages assez azimutés quoi. C'est lui qui joue l'amoureux fou de Catherine Deneuve dans Belle de jour, où il avait toujours des rôles un peu comme ça, des personnages extrêmes, et là il joue ce personnage avec les cheveux plaqués en arrière, avec les petites lunettes et tout. C'est il y a vraiment toujours des grosses surprises en termes déjà de casting, c'est-à-dire de toutes les personnes qu'elle a rassemblées pour le film, et aussi des rôles qu'elle leur donne à jouer. Là, par exemple, pour le film qu'elle a fait après, Les Pyramides Bleues, t'as Pierre Vanek, mais Pierre Vanek, il est à 2000%, quoi. Il joue le gourou d'une secte. Quand il commence à haranguer ses fidèles, non, mais il est, je veux dire, je l'ai jamais vu cabotiner à ce point. Donc, il y a une générosité des acteurs qui jouent pour Ariel Dombal qui est, je pense qu'il y a à la mesure de la sympathie, voire de la fascination qu'ils peuvent avoir pour elle. Et du coup, moi j'avais juste une dernière question sur ce film. Est-ce que vous savez, par rapport au film d'Alain Robbe-Grillet, est-ce que ça se situe avant ou après ? En fait, je me posais la question parce que les quelques films d'Alain Robbe-Grillet que j'ai vus, il y avait un côté un peu giallo, un peu pré-lynchien, ce genre de truc. Et j'avais entendu une interview où les gens demandaient à Ariel Dombal si elle se sentait très influencée par Rohmer, et elle disait que en fait elle se sentait beaucoup inspirée par Robbe-Grillet en fait. Ça avait été une rencontre très forte dans sa vie aussi.
Elle a fait plusieurs films pour lui. Il a surtout fait ses films dans les années 60 et 70. Ok. Donc oui, Chantier croisé, c'est après. Ça peut être une influence de Giallo un peu indirecte, du coup, par rapport à Rob Grillet. C'est peut-être une piste à chercher, je sais pas. Parce que c'est vrai que pour Ariel, quand on regarde ses films, à zéro moment, tu te dis, ah bah oui, on sent bien l'influence d'Éric Rohmer, là, parce que c'est ça qui est aussi intéressant avec Rohmer, c'est que c'était quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, parce que j'aime bien m'autociter, en fait. C'est quelqu'un Éric Rohmer, c'est quelqu'un qui avait une image qui est très austère, très universitaire, très fermé, très guindé, un peu pédant par moment et tout. Et ce qui était marrant, c'est que dans ces films, les films sont souvent, les personnages principaux sont souvent des femmes, et des femmes qui sont pétillantes, quoi, qui sont pleines de vie, qui ont plein d'idées, qui croquent la vie à pleines dents, comme on dit. Et au fait, c'est marrant de voir qu'au fait, Rohmer amène la fantaisie dans son cinéma à travers les femmes. Et Ariel Dombal, elle a quand même joué dans 4 films de lui, donc c'était Perceval, Le Beau Mariage, L'Arbre, le Maire, La Médiathèque et Pauline à la plage, non? C'est ça, voilà, Pauline à la plage. Et au fait, c'est vraiment une comédienne romérienne par excellence. Fait vraiment partie des comédiennes où tu vois qu'elle apporte cette fantaisie que Rohmer ne peut pas apporter lui-même. Et Rosette, la comédienne dont on parlait, qui a joué dans quelques-uns, dans d'ailleurs la plupart de ses films, c'est pareil, c'est des gens qui ont une fraîcheur, qui sont peut-être pas les plus grandes comédiennes du monde, mais qui apportent une énergie, qui apportent une fraîcheur dans le cinéma de Rohmer. Et de ce point de vue-là, c'est pas étonnant que Ariel se soit pas inspirée de Rohmer, mais plus de Rob Grillet. C'est-à-dire que Rohmer, elle est elle-même dans ses films. Peut-être que c'est ce qui lui plaît, qui lui propose des rôles qui lui ressemblent et qui il laisse toujours les comédiens un peu libres de faire les choses dans un certain cadre. Ce qui doit lui plaire chez Rohmer, c'est la liberté et peut-être la fidélité envers Eric Rohmer. Et après, cinématographiquement, effectivement, alors j'ai vu la plupart des films de Rob Grillet, mais j'avoue que j'en ai un souvenir un peu flou. Je les ai vus qu'une fois chacun, et je pense que c'est des films qu'il faut revoir, mais pas trop vite après les avoir vus non plus. On n'est pas obligé. Voilà. Et au fait, voilà, c'est heureusement. Mais voilà, et c'est vrai que je sens plus Alain Rob Grillet, il y a un côté beaucoup plus, un cinéma beaucoup plus sexualisé, beaucoup plus agressif en un sens, et effectivement plus, il y a plus d'effets, il y a plus de. C'est pas du cinéma tape à l'œil, hein, mais je veux bien croire qu'elle a été plus influencée par le cinéma et par l'homme Rob Grillet plutôt que par Eric Rohmer quand il a fallu se lancer comme réalisatrice. J'ai couru, j'ai raté l'autobus. Dépêchons-nous, ça fin de un quart d'heure. C'est l'endroit le plus mystérieux de Paris. C'est sous la terre. Les origines du monde. Oh, ça me passionne pour mon enquête sur Dieu. Dieu et la science, ce sont des Bactraciens que l'on trouve sur les hauts plateaux du Mexique, appartenant au 4e ordre de la classe des reptiles. On les appelle aussi axolotls. Ce sont des vertébrés aux branchies extérieures, ce qui va leur permettre de sortir de l'eau. Voilà l'origine de l'homme. Habile transition pour Les Pyramides Bleues, réalisé en 1988, avec comme conseiller créatif Eric Rohmer et Chris Marker. Et donc, comme on l'a dit plus tôt, Alfonso Cuarón, assistant réalisateur, qui peut-être explique pourquoi il y a une petite courte poursuite en moto, qui est pas trop mal filmée. Bon, on ne sait pas. On laissera la légende, et puis on va quand même pas attribuer le mérite de quelqu'un à quelqu'un d'autre sous le prétexte que c'est une femme. Du coup, Les Pyramides Bleues, film extrêmement étonnant, effectivement anti-romérien au possible, puisqu'on au démarrage, on pense être dans une fiction latino-américaine, parce que le film se passe au Mexique, qui fait très Garcia Marquez, avec ce côté riche propriétaire qui est amoureux fou d'une femme, mais c'est une femme qui est mystique, et donc du coup elle vit très mal le fait de vivre avec un homme riche, puis il y a des fêtes, des grandes fêtes, des choses comme ça, et le film il part vers autre chose, puisque Ariel Dombal donc décide de rentrer dans un couvent. Après, elle rentre dans une secte, donc
comme l'a dit Martin, dirigé par Pierre Vanek, qui est on fire, et tout de suite qui nous amène vers un univers un peu post-apo. Les gens, il y a un côté mitterrandien et en même temps post-apo dans les gens qui sont les membres de la secte, qui sont très étonnants et en même temps très mystiques parce que c'est une secte chrétienne. Il y a ce côté mystique chez Ariel Dombal qui est hyper fort, en tout cas au moins dans ses premiers films où il parle beaucoup de Jésus, etc. Peut-être rappeler cet extrait d'interview d'Ariel Dombal où elle dit que quand elle a vu BHL la première fois, elle a reconnu en lui le visage du Christ. Donc c'est vraiment un truc hyper fort chez Ariel Dombal. Et donc ça devient un film d'aventure avec des vilains mexicains à moustache qui pourchassent, et puis il y a Hippolyte Girardot sur sa moto qui de la secours. Il y a ce final avec Omar Sharif qui lui fait un petit sourire en mode j'ai bien compris, hein. Côté d'Hippolyte Girardot, moi je fais pas le poids, hein. Enfin je comprends. C'est un film de dingue avec des reprises de Guantanamera arrangé par Francis Lay, chanté par Ariel Dombal, des nonnes qui se fouettent, une nonne, c'est déjà pas mal, qui se fouettent nues, on sait pas pourquoi, et pourquoi pas. Elle fait ce qu'elle veut. Mais en fait, c'est un film, je le regardais, et j'ai envoyé des SMS à ma conjointe, en fait, parce que il y a un côté cadavresque, et c'est vraiment fort par rapport à ce que vous disiez, par rapport à Chassé Croisé, c'est le côté... C'est mes idées, j'ai envie de les mettre dans le film, et tant pis si c'est pas hyper cohérent, je m'en fous, je vais faire tout, je vais faire Omar Sharif qui tire sur un chien, sur un bateau, on sait pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Dans le brouillard. Et là, pour le coup, film, alors je ne connais pas le budget, mais film à moyen confortable. Après Chassé Croisé... Ouais, ils y croyaient, la photo est belle. Hein. Ouais. Ouais, et puis le Mexique, oui, là, c'est là où je pense qu'il y a dû y avoir un apport d'Alfonso Cuarón, c'est que le Mexique, je trouve, il est très bien filmé dans ce film. Enfin, les personnages sont vraiment ancrés dans le Mexique. On n'a pas l'impression que c'est du carton-pâte. Mais elle a dit des Pyramides Bleues que c'est un film qui racontait en partie, sans développer, que c'est un peu sa propre histoire, en fait. Et le Mexique, elle y a grandi. Donc, potentiellement, je sais pas qui a dirigé, du coup, comment filmer le Mexique. Voilà, c'est un pays qu'elle connaît. Elle est en terrain vraiment connu. Et c'est d'autant plus intéressant par rapport à tout à l'heure, quand j'ai un peu évoqué le jour et la nuit. Le jour et la nuit, ça se passe aussi au Mexique. Oui. Donc ça se passe au Mexique avec Ariel Dombal qui est sublimée. Enfin, on va dire que Bernard-Henri Lévy essaye de la sublimer avec sa caméra, mais il n'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est franchement, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que ça ressemble plus à un film d'Ariel Dombal, malheureusement parasité par Bernard-Henri Lévy, plutôt qu'un film de BHL. Mais du coup, en fait, c'est peut-être l'occasion d'évoquer cette magnifique interview de BHL où il explique qu'il a appris le piano, il a été au conservatoire, et puis quand il a découvert la littérature, il n'y avait plus de place pour deux musiques, il fallait qu'il fasse de la littérature, et donc il a totalement arrêté d'écouter de la musique, sauf un ou deux opéras par convention sociale, et la musique de sa femme. Et peut-être que pour le cinéma, c'est pareil. Peut-être qu'en fait, BHL, il ne connaît que le cinéma qu'à travers ce que regarde Ariel Dombal et ce que fait Ariel Dombal. Et ça peut expliquer pourquoi son film serait autant influencé par la personnalité de sa femme. Ouais, ça reste quand même léger. Enfin, Le jour et la nuit, c'est un film qui n'a pas d'idées folles non plus. Et l'inspiration majeure du jour et la nuit, c'est la règle du jeu. BHL dit que c'est son film préféré. Il a même nommé son site comme ça. Ouais. Je sais pas. Ouais, mais en même temps, le cinéma d'Ariel Dombal, c'est un cinéma qui est assez cinéphile aussi, hein, parce que on va peut-être en parler après, mais par exemple dans Opium, il y a des hommages à Mort à Venise. Il y a des choses comme ça. Je sais pas. Non, mais je pense et on doit en finir avec le jour et la nuit. Je pense que c'est un peu cette impression de finalement peut-être de déclaration d'amour maladroite de BHL à Ariel Dombal. Enfin, en gros, il a commencé par vouloir faire une déclaration d'amour à sa femme, et finalement, il s'est fait une déclaration d'amour à lui-même. Ça peut arriver à n'importe qui, c'est une sortie de route, voilà.
Oui. Et puis, voilà. Et puis, à la fin, effectivement, Alain Delon dans sa montgolfière qui explose. Bon, voilà. C'est juste qu'au fait, il a la mégalomanie de Bernard-Henri Lévy a détruit l'hommage à sa femme, tout simplement. Voilà. Je sais pas où je vais. Non, avec mais cette là, je métaphore, pense qu'on mais est en écoutez. train de marquer des points dans la critique cinématographique. J'ai Michel Simon au téléphone, là, Ah ouais. il nous vaut, là. Putain, et si BHL nous relaie. Oh là 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 là. J'espère. Hein. Oh merde. Ah, mais moi, je me dis le Mexique. L'échec des religions a plongé l'humanité dans le chaos, le désespoir. Et pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous avez été choisis. Oui, j'ai reconnu en chacun d'entre vous le signe de la grâce. Chacun d'entre vous est une source intarissable d'énergie spirituelle. Est-ce qu'on passe au film suivant, un peu plus tardif? Donc c'est Opium. Donc Opium, qui est le film sur l'histoire d'amour entre Jean Cocteau et Raymond Radiguet. Film assez étonnant parce que il reprend des textes de Cocteau qui sont mis en musique par l'ami et collègue de Philippe Catherine. Du coup, il y a toute une reconstitution de la scène surréaliste de l'époque avec un vrai défilé de gens connus des médias. Il y a Ariel Wiesman qui vient faire un petit caméo, ce genre de choses. Film très stylisé. Esthétiquement, c'est un de ces films peut-être les plus aboutis, j'en sais rien. Enfin, je saurais pas dire. Après, c'est vrai que ce que ça raconte est pas forcément peut-être passionnant, mais par contre, il y a un truc que je trouve vraiment intéressant, c'est que déjà Grégoire Collin est plutôt classe dans le rôle de Cocteau, et je trouve que le fait que Ariel Dombal est une réalisatrice qui n'a pas peur du sexe, et ben justement pour cette histoire d'amour homosexuel, c'est intéressant parce que quand on se dit ouais Cocteau et Radiguet, il y a sûrement un côté un peu romantique, très éthéré qui peut se faire par rapport à ça. Et elle aborde ça de manière assez crue, le jeu du corps, le fait que il y a des moments où Cocteau il est frustré, alors du coup il va voir des prostituées masculins. Radiguet il le trompe avec des femmes et du coup il est en rage. Il y a vraiment ce rapport au corps très très fort en fait et qui est assez intéressant. Après le film il est comment dire. En fait, l'image que j'avais en regardant ce film, c'est que je me suis dit, Tom Tykwer, dans sa période Babylone-Berlin, il en aurait fait un truc de malade mental. Vraiment, je trouve le côté, toute l'effervescence artistique autour de Cocteau, de toute cette scène littéraire, c'est hyper intéressant. Les costumes sont hyper beaux. Ce monde où tout le monde est beau, tout le monde est fashion. Beaucoup de top modèles qui jouent dans le film. Il y a Audrey Marnet qui fait un petit caméo, ce genre de choses. Et vraiment, filmé par quelqu'un qui aurait le sens visuel et le budget à la hauteur de cette ambition, ça aurait été vraiment fort en fait. Ça aurait été Babylone de Chazelle. Et là, il y a un côté, c'est un peu carton-pâte, c'est un peu cheapos. À la limite, ça m'a un peu fait penser au truc de Coppola sur le théâtre en Argentine. T'es trop? Ouais, t'es trop. Mais sauf que c'est pas Coppola, même fatigué. Voilà. C'est vrai que moi, c'est de tous les films que j'ai vus d'elle, c'est à peu près le seul où je me suis dit, ouais, ça aurait été bien qu'elle laisse le film à un autre, quoi. Tu vois, parce que déjà, elle est très peu présente dans ce film-là, pour cette fois. Et il y a des trucs qui sont bien. En fait, je trouve que le côté hommage au surréalisme, le côté pastiche, tu vois, par exemple, la première séquence où tu vois le Radiguet qui tombe dans les escaliers et tout, t'as le côté filmé, monté en retour rapide, quoi, pour donner un effet surréaliste aussi. Les effets de pyramide humaine, tu sais, c'était cet effet des cinémas du premier temps où, au fait, tu crois que tu regardes des gens en train de faire des acrobaties,
alors qu'en fait, ils sont filmés depuis le plafond sur le sol, ce qui fait que t'as l'impression qu'ils virevoltent dans tous les sens, alors qu'en fait, ils sont sur le sol en train de bouger, là. Et tout ce côté-là, c'est plutôt bien retranscrit, mais c'est effectivement, c'est en un sens son film peut-être le plus réussi, mais en même temps qui lui ressemble le moins. Et de ce côté-là, quand j'ai vu le film, j'étais étonné de voir ce film, de voir un film qui finalement était en un sens plus maîtrisé que les autres, mais en même temps plus ramassé, plus construit autour d'une histoire un peu quand même assez, on va dire, plutôt classique, à l'inverse des Pyramides Bleues où pendant la première demi-heure t'es pas trop sûr de quoi ça va parler. Voilà, là au moins c'est plus ramassé, mais quand je suis arrivé à la fin du film, pendant tout le film j'étais content de ce que je voyais, et quand ça s'est fini, j'étais un peu il manque quelque chose. Je sentais qu'il y avait plus à faire, et effectivement il aurait fallu un traitement plus par quelqu'un qui a un sens de l'image plus affirmé, et une narration un truc un peu plus grandiloquent, quoi, grandiloquent dans le sens virtuose. C'est un film qui aurait pu être une grande fresque, en fait, sur le milieu artistique, fin des années 10, début des années 20, parce que bon, le film c'est vraiment, c'est un biopic en fait sur Cocteau et Radiguet, leur histoire, hein, et la courte carrière de Radiguet. Mais ouais, voilà, tu croises André Breton, il y a Man Ray, il y a toute une émulation en fait artistique de l'époque. Et Ariel Dombal joue avec ça, à pasticher certaines choses, et c'est vrai que c'est son film peut-être le plus abouti, dans le sens où il y a ses idées, il y a vraiment ses idées, elle ne laisse pas de côté, mais le film a vraiment un état très construit, plus peut-être cohérent. Mais effectivement, il y a un manque de, je sais pas si c'est un manque de moyens, mais on sent que le budget était pas énorme, tout se passe dans des intérieurs. Et il y aurait eu peut-être un gros budget, et ça aurait pu être une fresque assez dingue. Après, le film, peut-être qu'elle n'avait pas du tout cette ambition-là, et de faire justement un portrait du Cocteau torturé Cocteau, de l'époque, qui se perd dans l'opium. Ouais, en gros, le Cocteau d'avant Jean Marais. Ouais. Mais voilà, et en fait, c'est vrai qu'aussi, ce qui a pu jouer contre le film, c'est que assez récemment, j'ai vu un film qui s'appelle un dessin animé, un film d'animation, on va dire plutôt, qui s'appelle Buñuel avant l'âge d'or, et qui montre bien. Justement Buñuel après l'âge d'or, pardon, qui montre justement comment Luis Buñuel en pleine euphorie du surréalisme laisse tomber le surréalisme en un sens pour après le scandale de son film L'âge d'or, pour aller filmer Terre sans pain. Donc pour aller vraiment au plus profond de la misère humaine, enfin de la détresse humaine dans les terres désolées d'Espagne. Et c'est vrai que du coup, ce film-là, donc qui est un film d'animation, dans son premier tiers, ça rend tellement mieux compte de cette euphorie surréaliste. Puis j'ai aussi vu récemment les films de Jodorowsky, donc voilà, c'est vrai que le film d'Ariel Dombal, même si c'est en un sens sont plus maîtrisés, ça tient pas la comparaison avec ces œuvres-là. Ça reste une œuvre trop sage en un sens. Petit aparté, Ariel Dombal n'apprécie pas du tout l'art de Jodorowsky. Voilà, je dis ça parce qu'on a, effectivement, j'avais vu une interview d'elle où la personne comparait justement, je ne sais plus lequel de ses films à du Jodorowsky, et elle disait elle fait je vois très bien tout ça, mais mais j'apprécie pas ces films. Sur une question de morale, hein, vraiment, pas sur le côté foufou non plus. Alors peut-être, on sait pas, hein, parce que voilà, mais peut-être que chez Jodorowsky, la nudité est montrée de façon très crue et très frontale, voire parfois trop, tandis que Ariel Dombal, elle a vraiment cette volonté de montrer la nudité de façon très très esthétisée. Peut-être, je sais pas. Il y a toujours cette anecdote dans La Montagne Sacrée de George Harrison qui voulait bien jouer le rôle principal de La Montagne Sacrée, mais qui a refusé parce que dans une scène, il fallait que il fallait pour montrer que le personnage devient pur, on devait filmer en train de se faire laver, l'anus, au fait. Et Jodorowsky disait c'est important qu'on filme vraiment ça. Et George Harrison a dit ouais non, je veux bien, mais ça je peux pas. Voilà. Donc je pense qu'il y a ce côté très cru, très parce que Jodorowsky c'est un surréalisme qui est
on peut presque dire un surréalisme sale, en un sens. Un surréalisme en un sens très terre à terre dans ce qu'il montre des hommes, tandis que, ouais. Bon, après, encore une fois, elle a dit une phrase comme ça, on va pas en parler pendant 3 heures. Non, mais surtout là, j'ai un trou de mémoire sur la raison. Donc, peut-être parce qu'aussi Jodorowsky fait du cinéma quand même assez violent. Oui, c'est contrairement à Dombal. Ouais. Mais bon, pour revenir à Opium, il y a un truc donc qui est même si elle ne l'a jamais dit, on le sait. Enfin, il y a aucun mystère là-dessus. C'est qu'elle est vraiment esthète. Enfin, elle adore l'art, mais passionnément. Et Opium, c'est aussi, du coup, comme elle a pu faire avec le personnage de Balzac dans Les Secrets de la princesse de Cadignan, vraiment une déclaration d'amour, un hommage à des personnalités artistiques. C'est mon petit toréador vêtu d'or et de rose. Oh, comme c'est joli. Il ne serait pas vain de lui accorder un certain mérite tout de même. Il a fait travailler Picasso pour les décors et les masques, qui étaient très beaux. Les costumes de Chanel n'étaient pas désagréables. Et personnellement, j'aime beaucoup Honegger. Vous avez raison. Tout Paris s'acharne contre lui, c'est mérité. C'est un grand poète. On l'appelle le poète ensanglanté. En fait, c'est de sa sensibilité d'homme dont il est moqué. Et il le sait. C'est injuste. C'est très disproportionné, tout ce bruit. Il vit du cadavre de Valérie de Marinetti. Vous voulez mon point de vue sur la chose ? Monsieur Cocteau est un vaccin contre la création. La mondanité en toute chose, et voilà comment on entre dans le dictionnaire. Un cocktail, des Cocteaux. Transition encore habile, puisque le film suivant d'Ariel Dombal, c'est aussi un hommage à une personnalité artistique, mais d'un tout autre niveau, puisqu'il s'agit de Nicolas Cage, avec Alien Crystal Palace. Je n'ai pas revu pour l'occasion, donc je vais peut-être laisser parler Martin et Paul de suite, parce que du coup, j'ai relu ce que j'en avais écrit à l'époque, et le souvenir que j'en ai, c'est que c'était quand même un beau bordel, et que j'avais un peu de la peine pour Jean-Pierre Léaud après ce truc. Ouais, c'est un film, je l'ai revu là juste avant de préparer l'émission, et c'est vrai que c'était important de le revoir, parce qu'effectivement, la première fois, t'as un sentiment de bordel total, tu sais pas où ça va, tu sais pas qui sont les gens, tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas pourquoi ils ont des pantalons en cuir moulant, tu sais pas pourquoi Jean-Pierre Léaud, il joue une espèce de divinité égyptienne où clairement son costume, ça a été fait avec du papier alu, et il est là, il fait rien pendant tout le film, et puis d'un seul coup, il se met à gueuler des trucs, parce qu'on lui a dit, vas-y, fais genre t'es un dieu, et puis il y va, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que Ariel joue une réalisatrice qui est apparemment la plus douée de sa génération, et des générations précédentes et des générations futures. Il y a quand même j'ai pas la phrase précise en tête, mais on pourra la placer en extrait, de quand même un personnage qui la présente comme une artiste totale, peut-être un peu cinglée, mais quelqu'un qui ose tout, qui fonce dans le tas, et c'est une très belle définition d'Ariel, je pense. Ma science ésotérique, mes expériences alchimiques, ma passion pour la manipulation des inconscients me permettent de reconstituer l'androgyne. Connaissez-vous la princesse Ferial, la dernière descendante de la dynastie royale égyptienne ? Belle, fatalement malheureuse. Dans son palais en ruine, nous avons retrouvé les 3 forces fondamentales. La science, le crime, la fortune. Voilà mon armée secrète, avec ces 3 spectres qui sont les 3 figures du destin. Il y a tout dans les archives de la princesse Ferial. Tout. Dormant dans la poussière, la vie de mon nouveau sujet d'expérience, Dolores Rivers. Alors moi je l'ai découvert hier, je n'ai rien pigé, et alors effectivement, énorme bordel. Énorme, vraiment j'arrive pas comme ça à saisir, disons, l'ambition, même si je pense qu'en soi c'est juste un énorme délire. Enfin, absolument. Ouais. C'est comme une bagouille entre Ariel Dombal et Nicolas Cage, donc ils ont écrit le scénario ensemble avec Jacques Fieschi, qui a aussi adapté la princesse de Cadignan.
Et oui, alors c'est sûr qu'après Opium, où je disais que c'était quand même peut-être son plus abouti, là ça l'est pas. Là ça l'est pas. Là, il y a toujours des idées. Voilà, comme je disais, Ariel Dombal, elle a des idées complètement folles. Elle ose des trucs, même si ça va nulle part. Elle le fait, elle a envie. Mon Alien Crystal Palace, dans le bon et ou le mauvais sens, c'est ça à fond les ballons. Et je me rappelle d'ailleurs je crois que c'est officiel, de Gérard May, je sais plus, où Asia Argento était présidente du jury. Et il me semble qu'ils ont fait une soirée spéciale à Alien Crystal Palace, et tu vois les gens devant un écran qui présentent le film, enfin, et ils ont tous des ballons, des tenues, et ils s'éclatent. Mais ils s'éclatent vraiment, ils font la fête, littéralement. Et j'y étais pas, mais j'avais envie d'y aller. J'avais clairement envie d'en être. Ah, mais clairement, c'est le genre de soirée qui va entrer dans la légende. Hein. Ça, oui, c'est, voilà, mais franchement, c'est un peu comme s'ils avaient fait Rocky Horror Picture Show, mais une seule fois, quoi. Voilà. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui est dingue avec ce film-là, c'est qu'au fait, bon, encore une fois, t'as tous les décors, genre le film, ils vont aller tourner à Venise et tout. T'as des trucs, tu sais pas d'où ça sort. On en parlait tout à l'heure. Michel Faux, il joue une espèce de bras droit de Jean-Pierre Léaud. C'est Horus, non, Jean-Pierre Léaud, ça, en fait. Ouais. C'est ça, et donc. C'est Horus, ouais. Et donc, à côté, t'as Michel Faux qui a une perruque de cheveux lissés, mais t'as des séquences, tu sais même pas pourquoi ils ont filmé. T'as un moment, t'as Michel Faux, on filme juste Michel Faux qui sort dans la rue, quoi. Genre, il sort, et puis il est là. La lumière, là, c'est trop fort et tout, faut que je mette mes lunettes, voilà. Et puis, il met ses lunettes, il sort, et puis c'est fini. Voilà, t'as des scènes où Ariel Dombal, qui est censée être la vidéaste la plus douée de sa génération, elle tourne une scène d'un film avec 2 comédiens et en gros elle les dirige, mais t'as l'impression qu'elle n'arrive même pas à jouer le rôle d'une réalisatrice, quoi. C'est très très évaporé dans ce qu'elle dit. Ah, on n'y arrive pas, non, il faut pas faire comme ça, mais voilà. Et au milieu de tout ça, t'as Nicolas Kerr, quoi. Et Nicolas Kerr. Alors j'ai une question. Oui. C'est qui Nicolas Kerr en soi, parce que donc vous le connaissiez vous avant Alien Crystal Palace? Plus ou moins, ouais, parce qu'en fait c'était le chanteur de Pony Hawks. Et Pony Hawks, c'était un groupe un peu cool du début des années 2000, quand il y avait cette scène avec Phoenix, Aaron, ce genre de trucs. Ouais, j'avoue que je connais pas. J'écouterai. J'ai jamais entendu parler. Ah non, mais moi j'ai envie d'écouter. Là, j'ai envie d'écouter tout ce qu'a fait Nicolas Kerr. Presents in the doorway. She's looking for a fake. Someone who won't be afraid to drool upon her grace. C'est ça qui est quand même dingue dans le film, c'est que t'as Nicolas Kerr qui joue donc un personnage qui est de rocker complètement à la ramasse, mais il le joue d'une façon, c'est un surjeu très 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 bizarre où il est en train d'éructer tout le temps, où il est en train c'est limite le syndrome de Tourette, quoi. Il est vraiment, il dit des gros bordel, fait chier, de connasse, j'en ai marre, je vais me barrer. Ok, bon, mais tu comprends même pas ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Et en parallèle de ça, là, tout le monde qui est là à s'extasier, à dire oh, mais regardez comme il est beau, il dégage quelque chose de phénoménal. Non mais forcément, c'est obligé, c'est lui qu'il faut pour notre film. Regardez cette beauté bestiale. Regardez ce. Non, je veux dire, tu vois juste un gars qui titube et qui est complètement à la ramasse pendant tout le film. D'un seul coup, au milieu du film, t'as un plan beat, voilà, assez furtif. Ah ouais. Bah ouais. D'accord, tellement furtif que je l'ai raté. Donc alors je sais pas si, vu que c'est un insert, je sais pas si Nicolas Kerr a donné de sa personne ou si un technicien s'est sacrifié. Mais j'espère quand même. On serait déçu du contraire. Mais voilà, mais c'est un film, mais déjà l'histoire en elle-même on comprend pas au fait. Bah c'est les dieux égyptiens. Ouais. Qui ont flashé sur Dombal et Nicolas Kerr. Comme nous les comprenons. Enfin, surtout Dombal, hein, quand même. Et c'est quoi? Il y a Michel Faux qui veut créer l'être hybride. Non, l'être... Hermaphrodite ou je sais plus quoi. Hermaphrodite, oui, voilà. Et donc, du coup, il monte tout un plan pour que
Nicolas Cage et Ariel Dombal se rencontrent et fusionnent. Voilà le pitch du film. Et tout le film, c'est grosso modo Dombal et Cage qui se baladent. Littéralement, vraiment, Nicolas Cage, tu le vois se balader dans les rues. Quand t'enlèves ces scènes-là, le film fait 1h10. Hein. Et puis, il couche avec des assistantes aussi. Et, oui, voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont censés se rencontrer. Ils sont même avant, même les deux, ils se disent, je veux dire, Ariel Dombal, elle voit les photos de Nicolas Cage, elle fait, oh là, qu'est-ce qu'il est beau, quelle prestance et tout. Nicolas Cage, il voit des photos d'Ariel Dombal, elle est bonne. Enfin voilà, et il est à fond aussi. Ouais. Et puis à partir du moment où ils se voient, rien quoi. C'est bizarre quoi. Et après, il y a aussi un truc, je pense que je vais un peu péter l'ambiance en disant ça, c'est aussi que Nicolas Cage est quand même décédé pas longtemps après le film. Donc, est-ce que c'est pas un projet qu'ils ont un peu précipité, en mode maintenant ou jamais, parce qu'on sait pas combien de temps il me reste, quoi. Et pour cette scène-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est justement cette scène où il marche dans la rue, et il est là en train d'éructer, j'ai bordel, j'en ai marre, putain, fait chier, tout ça. Et puis d'un seul coup, il dit, j'ai pas envie de mourir, moi, je veux pas crever, quoi. Et tu te dis, ok, est-ce que c'est Nicolas Cage qui est en train de dire, je sais que j'en ai plus pour très longtemps et j'ai pas envie, quoi. C'est vrai que Nicolas Cage, moi j'avais vu une interview de Dombal donc à l'occasion du dernier film, là, donc une interview très récente, où ça parle de Nicolas Cage, elle ne cache pas du tout, elle en parle très ouvertement qu'il était alcoolique. Oui. Et voilà, n'est pas étonnant. Et à un moment, on voit un extrait d'une interview de Nicolas Cage, où Nicolas Cage se comporte vraiment comme dans le film. C'est-à-dire il est pas méchant, hein, pas du tout, mais il se met à chanter en gueulant très fort, très faux, tout ça. On peut y voir une sorte de Patrick Devers, peut-être, ou de personnalité en souffrance. Ouais. Clairement, en fait, ce que je trouve intéressant dans le cinéma d'Ariel Dombal, c'est en fait les relations qu'elle a avec des alter-ego artistiques ont une influence sur son cinéma. Et autant Opium, c'était dans sa période, Philippe Catherine, qui était très flamboyante et très arty, et comme elle le dit dans l'interview de la Technic Art, où elle jouait dans des salles assez grandes, etc. Autant ce qu'elle disait, c'est qu'avec Nicolas Cage, elle a joué dans des petites salles, il y avait un côté plus sale, plus rock'n'roll, plus underground. Et ça se voit, en fait, dans Opium, il y a ce côté surréaliste, mais un surréaliste doux, construit, un peu chiant. Là, tout est ouvert, tout est possible. C'est vraiment un film qui sent la vinasse. Il y a vraiment ce côté dégueu dans ce film qui est assez fascinant, parce que je pense que c'est le moment où Ariel Dombal, elle se met un petit peu en danger, entre guillemets, et en même temps, au final, la personne qui se met vraiment en danger là-dedans et qui va finir par en mourir, c'est Nicolas Cage. C'est vrai que pour dire peut-être en blague, hein, c'est que c'est un film très alcoolisé, mais même dans l'écriture, le filmage et le montage. Hein, on tourne des plans, on fait une prise. Hein, on fait une prise, hop, c'est bon, c'est ok, on passe à la suivante. Et au montage, tu enchaînes des trucs, ça a ni queue ni tête, quoi. Tu sais même pas si ça a été réfléchi. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup penser au cinématon de Gérard Courant. Tu sais, les cinématons, c'est les trucs où il avait une caméra noir et blanc, sans son, avec des bobineaux à l'intérieur qui faisaient 3 minutes 30. Et il disait, vous vous mettez face à la caméra, vous faites ce que vous voulez pendant 3 minutes 30, sauf que c'est une seule prise et la caméra ne bouge pas. Voilà. Et au fait, les gens sont face à la caméra, il y en a qui font des trucs, il y en a qui font rien, il y en a qui pensent qu'ils font rien et finalement ils vont faire des trucs, et il y en a qui pensent faire un truc et quand ils regardent le résultat, et ben en fait, ils se rendent compte que ils renvoient pas du tout l'image qu'ils pensaient renvoyer en faisant leur truc. T'as des gens qui pensent être tristes et qui finalement font des trucs très drôles, et l'inverse, t'as des gens qui veulent absolument faire des trucs drôles et finalement ça montre que leur volonté de faire rire cache une tristesse, quoi. Et là, ce film-là, j'ai l'impression d'un cinématon géant, quoi. D'un film où ils sont filmés en pensant montrer une certaine image, en pensant faire un certain film, et qu'ils se sont pas rendus compte de l'image d'eux-mêmes qui est renvoyée en faisant ce film, quoi. Ça ressortira. Écoutez, je propose qu'on ferme ce chapitre sur la filmographie d'Ariel Dombal. J'espère que ça donne envie d'aller explorer les films qu'elle a réalisés. Il y avait une thématique quand même que je voulais aborder avec vous, qui me paraissait quand même une thématique extrêmement importante du cinéma d'Ariel Dombal.
et qui est une thématique qui est quand même pas très courante, c'est le fait que Ariel Dombal s'aime quand même très fort. Et l'énergie, et c'est peut-être pour ça qu'Opium n'a pas cette énergie, c'est que l'énergie principale des films d'Ariel Dombal, c'est Ariel Dombal. Et le fait que tout le monde adore Ariel Dombal, tout le monde la trouve divine, la trouve incroyable. Tout le monde, dès qu'il la voit, a envie de coucher avec Ariel Dombal. Et Ariel Dombal n'est pas contre coucher avec tout le monde. Ça ne la dérange pas trop, mais comme une faveur un peu qu'elle rendrait. C'est vrai que je repensais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, finalement, on voit beaucoup les gens tomber amoureux d'Ariel Dombal. Et comme ça, elle, on la voit pas vraiment amoureuse, quoi. Par exemple, dans Les Pyramides Bleues, je me rappelle de cette scène où quand Ariel Dombal a quitté Omar Sharif, il y a une scène où au fait, il est tout seul dans sa grande maison et au fait, il a un projecteur et il se projette des vidéos d'Ariel sur le bord de la piscine, en maillot de bain et tout. Oui. Et voilà. Et donc, c'est un peu l'image de à quel point Ariel occupe une place importante, à quel point elle est belle, à quel point elle est sublime, à quel point elle est irremplaçable. Il y a encore ce côté très, très divin, quoi, en un sens, quoi. Très les divinités qui rendent fous les hommes et les hommes se battent pour ces divinités et puis voilà, démerdez-vous les gars, quoi. Mais c'est vrai que je crois qu'elle a dit à propos des secrets de la princesse de Cadignan qu'elle s'est beaucoup identifiée en fait au personnage. C'est quelqu'un qui enchaîne les hommes, qui fait tourner les têtes, qui est très aimé, mais qui elle n'arrive pas à aimer en retour. Enfin, disons à aimer quelqu'un d'autre. Pareil, théorie en 2-2 de Bistrot. Non, mais c'est vrai, voilà. C'est vrai que encore une fois, c'est la rupture dans ce film-là, l'idée de boucler la boucle dont on parlait tout à l'heure. Il y a cette rupture-là, c'est-à-dire qu'il y a ce film où effectivement c'est quelqu'un qui a longtemps été adoré et qui veut aimer, quoi, qui veut. C'est en ça que le film reste à part. Elle a eu une courte filmographie, et c'est ça aussi que je voulais souligner tout à l'heure, c'est que tu regardes sa filmographie. Ces films sont quand même extrêmement différents les uns des autres, quoi. Il y en a pas deux qui se ressemblent, donc bien sûr on peut trouver des thématiques, des trucs comme ça, mais sinon, avant de voir tous ces films pour préparer l'émission, franchement j'avais pas idée que Alien Crystal Palace était à ce point un ovni par rapport au reste. Tu vois, je pensais vraiment qu'avant ce film-là, elle avait fait des trucs aussi délirants, et au fait non, quoi. C'est très différent et en même temps c'est très cohérent. Puisque du coup il y a quand même cet amour pour l'art et pour la littérature. Il y a quand même cet amour pour Ariel Dombal qui est extrêmement fort et vraiment qui est au cœur de tout. Voilà, il y a quand même des thèmes qui reviennent d'un moment à l'autre, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cinéma d'auteur, messieurs. Absolument, absolument, le cinéma d'auteur. Des choses à rajouter sur la thématique du désir ? On va en reparler parce que le dernier film en parle aussi. Voilà. C'est ça, donc avant que Paul ne nous parle de la fille et le garçon, peut-être extrait bande-annonce. C'est Malina, la copine de Denis. Denis ? Pour 1 000 €, vous nous avez tous les deux. Votre sexe, je l'aime toujours. Mais maintenant, je préfère celui de Denis. Dans les yeux de Paulin, je vois. Les yeux de Jean. Leurs yeux, ils mentent pas. On est important pour eux. Ça se voit dans leurs yeux. Et nous, on est là avec eux. Tu veux dire qu'ils nous payent? La question est, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Quoi donc? Mais ce que nous faisons avec Denis et Malina, est-ce que c'est moral après tout? C'est à vous que nous ouvrons nos deux cœurs. Voilà. Nous comme couple, à vous comme couple. Je vous aime. Alors, c'est le premier long métrage de Jean-Marie Besset. Alors, peut-être qu'on dit Bessette en vrai, parce que j'ai entendu Bessette quand je me suis documenté sur le film, qui est un homme de théâtre, qui a énormément écrit au théâtre, vraiment entre 15 et 20 pièces qu'il a écrites. Que vous aurez toute envie de voir. Après avoir vu le film, vous voudrez toutes les voir. C'est ça. Et il a écrit une pièce en 2012 qui s'appelle La fille et le garçon. Pendant le confinement, il a eu l'envie de l'adapter au cinéma. Chose faite, maintenant,
Et donc la fille et le garçon racontent l'histoire de quelqu'un qui trouve un skate, ou plutôt, peut-être prendre on va prendre une autre voie peut-être. Donc ça raconte l'histoire d'un couple bourgeois, alors joué dans le film par Aurélien Recoing et Ariel Dombal. Un couple bourgeois passionné de littérature et justement Aurélien Recoing, il me semble, écrit ou a écrit un essai sur Diderot, donc Diderot qui adepte du libertinage. Et le truc, c'est que il y a un jeune homme joué par Luca Meliava, que vous avez certainement vu dans Camping 3 de Fabio Antoniente, qui fait des travaux en fait dans leur appartement. Et il leur demande, enfin le couple lui demande plutôt, de des fois rester un peu plus longtemps, pour notamment le voir prendre sa douche. La petite amie de ce jeune homme, Mina Cavani, enfin elle s'appelle Malina dans le film, mais elle est jouée par Mina Cavani, se révolte un peu. Enfin, elle est pas trop d'accord de ces petits retards de monsieur pour ces raisons-là. Mais va se suivre un arrangement financier pour qu'en fait les deux couples couchent ensemble. Donc ce qui commence comme de la prostitution, je veux dire le jeune couple sont deux immigrés ou fils d'immigrés qui sont dans une situation très modeste, mais petit à petit va se mettre en place un espèce de carré amoureux. Alors du coup carré amoureux, voilà. Je cherche un mot de trouble, mais pour 4. Et donc le film, selon les idées de Jean-Marie Bessé, est une utopie autour de l'amour. Et à un moment, le personnage de Denis, donc le jeune immigré albanais, trouve un skate. Voilà. C'est ce qu'on appelle le skateboard de Tchekhov. Oui, c'est ça, puisque ce skate va se retrouver pris dans la scène dénouement, enfin va enclencher le dernier acte. Ouais. Dernier acte absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et autant jusque-là, j'aime beaucoup la personnalité d'Ariel Dombal et son cinéma jusqu'ici. Autant sur ce film-là, je vais pas prendre la peine de faire une gymnastique mentale pour trouver des qualités que je trouve ce film affreux, tout simplement. Last Day sur le tournage de Jean-Marie Besset, un garçon, une fille. The Movie en Occitanie. 5 semaines rolling, le village de Ligny. Moteur rolling. Mais j'ai des actrices remarquables. Diderot, Voltaire, Marivaux, Sea, Sex and Son. Et le triomphe de l'amour. So much fun. Alors, ce qui est bizarre avec La fille et le garçon, c'est que c'est un film qui est pas très aimable. Parce que c'est vraiment un film qui sent le 68ardisme, le vieux 68ardisme. Ces vieux intellectuels qui ont du fric, qui utilisent leur capital financier pour amener les petits jeunes avec eux. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que ça fait pas mal penser à Jeunesse dorée de Eva Ionesco, dans cette relation un peu perverse, un peu toxique du couple de bourgeois qui s'assure l'amour d'un couple de jeunes, d'abord par l'argent, ensuite par le capital culturel, et puis il y a peut-être des vrais sentiments qui se développent. Sauf que dans le film de Eva Ionesco, il y a un recul qui dit non mais en fait, moi à l'époque j'étais jeune. Et en fait, j'étais pris dans le truc, mais en vrai, c'était de la merde, quoi. C'était pas bon, quoi. Alors que là, comme c'est filmé du point de vue des vieux, eux, ils trouvent ça trop bien, en fait. Ouais. Et c'est ce que tu dis. Ils disent, ah ouais, c'est trop une utopie et tout ça. Alors qu'en fait, c'est quand même des vieux bourgeois qui se payent des petits jeunes qui sont beaux, quoi. Ouais. Et c'est cynique. Il y a un côté vraiment cynique. Ah, pour moi, c'est contre, cynique et c'est sinistre surtout, quoi.
Déjà, dans le film, t'as personne qui dégage une quelconque aura de séduction vraiment, à la limite un peu les jeunes, mais surtout, les dynamiques de couple ne fonctionnent jamais, quoi. Et je pense que c'est vraiment, surtout avant tout, à cause de la mise en scène et des dialogues, parce que pour moi, c'est vraiment cette espèce de quintessence de cinéma faussement provoque, de théâtre subventionné, quoi. Le côté, Oui. tu fais ton truc pour toquer le bourgeois, mais le problème, c'est que dans la salle, il y a que ça des bourgeois, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça se sent que c'est une adaptation de pièce de théâtre. Et que Jean-Marie Bessé est avant tout quelqu'un du théâtre. Parce que Aurélien Recoing, qui est un super acteur en soi, hein, il a un jeu théâtral, mais qui ne convient absolument pas du tout. Et en plus, il joue comme une savate, hein, je trouve. Même le jeune acteur qui est sûrement très bon. Moi, j'avais vu Camping 3 à l'époque, hein, donc j'ai pas trop de souvenirs. Là, il surjoue l'accent albanais, c'est affreux. Et le fait que tout se passe dans un appart, quasiment tout, donne justement au film un côté en vase clos. Ouais. En fait, pendant tout le film, moi, j'ai l'impression que t'as le réalisateur qui est derrière moi. Un type qui est en mode, t'as vu, hein, ça te bouscule tes certitudes, hein, ça te choque, hein, t'as vu, t'aimes pas qu'on te montre ça, hein, t'es ta morale bourgeoise, là. Putain, mec, ça va, quoi. Encore une fois, il y a 50 ans, peut-être qu'il y a des gens qui auraient fait comme devant un film de Bertolucci d'il y a 50 ans, ou de Pasolini, ou je sais pas, mais là, franchement, aujourd'hui, c'est juste risible, quoi. Tu vois ces personnages qui balancent encore une fois, du texte hyper théâtral. T'as un moment, moi, une scène que je trouve est censée être un moment de partage et qui est totalement glauque, c'est le moment où Aurélien Recoing et le garçon annoncent qu'ils ont eu une relation tous les deux, quoi, qu'ils ont couché ensemble. Enfin, tout simplement qu'Aurélien Recoing a pratiqué une fellation sur le jeune homme, quoi. Et franchement, il te raconte ça, ça se termine vraiment, il dit ah ouais, j'ai vraiment eu l'impression d'être, je sais plus ce qu'il dit, une bielle ou un piston ou un truc bizarre, une espèce de métaphore à la con. Et il est là, j'ai eu l'impression d'exister pour donner du plaisir et que j'étais là en mode je suce donc je suis, je suce donc je suis, je suce donc je. Et t'es là, mais putain, mais mec, aujourd'hui, il y a des films qui font tellement plus que ça dans le côté, on va bousculer le spectateur. Mais non, quoi, tu fais pas ça. Il y a une espèce de néant qui devient fascinant et qui devient phénoménal sur la fin, comme si il avait conscience de faire un nanar et qu'il avait tout préparé pour ce moment-là. Bah, Benjamin, tu veux en parler de la fin ? Non, je te laisse en parler parce que moi j'ai pas les mots. Alors, putain, c'est dur hein, quand même. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant tout le film, il y a une tension qui monte avec le concierge, en fait. Oui. Je suis désolé, mais disons que la tension monte avec le concierge, ça ferait un super titre d'épisode. C'est ça. Le concierge, il aime beaucoup le personnage d'Aurélien Recoing, il lui rend service, et il voit que justement dans l'appartement, ça baise, quoi. Ça baise, c'est libertin, et tu dis oulala, et tout, trop bien. Et arrive le moment tragique où il croise la route de la fille et il la viole. Suite à ça, le garçon qui, rappelons-le, avait trouvé un skate, tue le concierge. De colère, paf, un coup de skate sur la tête, il est mort. Et le film se termine sur c'est quoi, lui, donc le garçon se fait juger pour meurtre et grosso modo la vie libertine, voilà, ça fait partie des sujets de tout le monde dans la ville et qui est d'accord, qui est pas d'accord, nanana, mais eux ils vivent leur liberté amoureuse et sexuelle, quoi. Ce qui est magnifique, ce dont il faut parler, parce qu'il faut parler de tout ici, c'est que donc cette scène incroyable où Ariel Dombal essaye de résoudre les problèmes en appelant le ministre de la Culture pour empêcher que le jeune homme se fasse arrêter. Et donc, on n'entend pas toute la conversation, mais on devine en fait. Et le ministre de la Culture, il dit mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Ariel? Pourquoi tu me réveilles à 3h du mat? Là, tu me fais chier, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas ministre de la Justice, puis de toute façon, s'il l'a tué, il l'a tué, enfin, mince. Et Ariel, qui est au téléphone, qui fait, ah oui, c'est vrai,
mais quand même, c'est un bon garçon. Peut-être vous pourriez faire quelque chose. Mais non, Ariel, je peux rien faire, moi. Tu me saoule. Donc elle raccroche. Et du coup, il décide de faire une sorte de sitting pour se prémunir de la police en s'allongeant sur le tapis jusqu'à ce que la police défonce la porte. C'est une scène de malade mental, quoi. Non, mais c'est ça qui est génial dans cette scène, c'est que quand Ariel appelle le ministre, quelque part, tu te dis, t'as l'impression que t'as Jack Lang qui va descendre en rappel le long de l'immeuble, allez, les embarquer, il va les emmener, genre, allez, je vais vous amener à Beaubourg, c'est un lieu sacré, ils pourront pas entrer et tout. Elle est là, elle appelle, et c'est phénoménal, quoi. Et puis, au fait, même la scène du tapis, c'est qu'au fait, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va s'allonger sur le lit. Et puis t'as Ariel, ou je sais plus, ou quelqu'un d'autre du film, qui dit, non, on va s'allonger sur le tapis. Et t'as l'autre qui fait, ouais, meilleure idée. Je veux dire, qu'est-ce que ça change, quoi. Et effectivement, ça se termine comme ça. Et t'es là, tu te dis, ok, donc c'est typique, en fait, c'est typiquement le film que tu regardes, et au fait, au bout d'un moment, il y a ton cerveau qui commence à créer la pièce de théâtre dans ta tête. C'est-à-dire que tu commences à visualiser, effectivement, en pièce de théâtre, ça peut mieux rendre que ça. Et t'imagines très bien cette dernière scène finale où les personnages très graves s'allongent sur le sol, s'enroulent dans le tapis, et puis lumière noire, le bruit de la porte qui explose, et après t'entends les gens qui font ah là vous vous rendez compte, ils couchaient ensemble et tout, voilà. Et voilà, donc je sais pas si si j'ai envie de voir la pièce, mais franchement c'est le genre de truc tu te demandes, mais moi dans le film j'ai systématiquement cherché le moment où t'avais l'impression que les gens étaient contents d'être là, quoi. C'est ça. Bah, Ariel, je pense qu'elle est investie quand même, parce que alors du coup, elle a été castée un peu en fonction justement de sa carrière à elle. Je crois que Jean-Marie Bessé, il a été pour le film, il a eu comme référence Romer, d'où Ariel Dombal. Et oui, donc question du désir hyper central dans le film. Pareil, beaucoup d'amour pour l'art. Je veux dire, ça cite Diderot. Il y a un plan qui cite le gars Gabriel Destrée et une de ses sœurs, là, le tableau, assez connu, où deux femmes sont côte à côte nues et l'une pince le sein de l'autre. Donc vraiment, Ariel Dombal, je pense qu'elle est là. Sur le papier, c'est vraiment un film pour elle. En soi, je suis pas du tout étonné qu'elle soit là. Mais bon, voilà, bizarrement, ouais. Mais il y a c'est hyper cheap, même la typo du générique est cheapos, quoi. Ouais, Windows Movie Maker. C'est ça, la photo est ultra plate, il y a aucune personnalité où que ce soit. Vraiment. Ouais, et puis même le côté conflit des générations, quoi. T'as tout ce dialogue à un moment, en fait, où ils parlent, où ils sont tous les quatre à discuter. Où tu as une discussion, encore une fois, j'imagine que ça doit choquer dans le 16e arrondissement ou à Neuilly, quoi, mais toute cette discussion sur, en gros, elle a pris un son bain donc avec la fille, donc d'où la référence au tableau, et puis apparemment après elle s'est rasée l'entrejambe, voilà, tout ça, et donc il y a tout ce discours sur, t'as Aurélien Recoin qui fait mais c'est n'importe quoi, mais c'est comme si je me tapais une petite fille, enfin. Et puis t'as le garçon qui fait oh mais non, mais les poils c'est dégueulasse. Et puis il y a un coin, il fait non mais t'as rien compris. Donc les poils c'est ça qui est excitant, tout ça. Bon, encore une fois, d'accord, au théâtre il y a 40 ans pourquoi pas, mais là aujourd'hui franchement. Ouais. Voilà, bon, t'as l'impression que le gars il est très content de sa propre audace et il s'est même pas rendu compte que qu'au fait, finalement, le seul qui est choqué par ce genre de dialogue, c'est peut-être lui. Ouais. Mais bon, a priori, ça n'a pas choqué grand monde, puisque là, je suis sur Allociné, et le film a fait un box-office, donc selon Allociné, de 123 entrées. Donc c'est vraiment un podcast, c'est vraiment un film pour le podcast, alors ça, vraiment, c'est nickel. Bon, on est 3, donc il faudrait demander à 120 personnes si elles ont été choquées. Voilà. Peut-être juste pour conclure, deux choses. Première chose, le fil rouge de Diderot dans la carrière d'Ariel Dombal, puisque Le Libertin de Gabriel Aguillon, c'était censé être un film sur Diderot, et qu'elle-même a adapté, donc, ou je sais pas si elle a adapté, mais en tout cas elle fait référence au Bijou indiscret de Diderot, qui est un roman très, très drôle, d'ailleurs, que je vous invite à lire. Et donc là, son compagnon est un spécialiste de Diderot. Et le fait que l'acteur de La fille et le garçon ait joué dans Camping 3,
ça m'a rappelé le fait que après Opium, l'acteur qui joue Raymond Radiguet a joué dans rien pendant plusieurs années avant de refaire une apparition dans un épisode de Joséphine Ange Gardien. Et c'est là quand même que on voit que bon voilà, des fois ça ne se passe pas si bien que ça pour les gens qui jouent dans les films d'Ariel Dombal. C'est ça. En tout cas, Ariel, j'ai hâte de voir son prochain film. Ariel, si vous nous écoutez, Ariel, vraiment, j'ai hâte d'aller voir votre prochain film. Je suis allé voir Les Secrets de la Princesse de Cadignan avec ma chérie, et on a passé tous les deux un chouette moment. Pour de vrai. Voilà. Et la fille et le garçon, bon voilà, je comprends que vous ayez accroché au projet. Bon, là par contre, bon, désolé, je peux pas. Je peux pas. Voilà. Mais en même temps, Paul, tu disais ça je peux pas, mais est-ce que on ne peut pas tout faire par amour, même l'impossible? C'est bien, on cite les grands Le auteurs. vent connaît la réponse. Et c'est fini. C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. On va passer à la suite après ce chef-d'œuvre. Oui, d'ailleurs, je tenais à dire un petit mot sur ce chef-d'œuvre dit Pont, n'est-ce pas? Déjà dans l'extrait, on voit tout le non-dit du film. Oui, c'est... Le non-dit, et c'est même rempli de non-vus. C'est un film qui est tout à fait rempli de non-vus. Je pense d'ailleurs que beaucoup de spectateurs iront le non-voir. Si vous aviez lu quelque part une phrase dans le genre de « On trouve dans le film d'Henri Verneuil, au niveau de la structure, la dramacité et une symbolique qui lui est chère. » À travers un thème central, il assure une continuité par une sorte de combinatoire des éléments, même quand ils n'ont aucune compatibilité immédiate, la distance entre les deux éléments étant toujours définie par une connexité variable des épisodes par rapport au thème central. Alors, Monsieur le Président, quand vous lirez dans ces ouvrages, dont les appellations sont victimes de l'inflation des mots, puisqu'ils s'appellent en toute simplicité Dictionnaire du cinéma ou Encyclopédie du cinéma, quand vous lirez quelque chose dans le genre la thématique et la spécificité verneuillaise, alors là, vous pourrez dire à ce moment-là que je suis tombé dans ce cinéma, comme disait mon ami Henri Janson, où le public est de trop. Putain, Ariel dans un film de Palardy bientôt, peut-être. Bah écoute, elle était bien dans Miami Vice, au bout d'un moment. Ah. Et je pense qu'il y a une loi de l'équilibre chez Ariel Dombal, tu vois, un côté, elle va faire un truc assez dingue, et puis après, autre chose, voilà, il y a l'équilibre de l'univers est respecté, et nous devons ça aux divinités comme Ariel Dombal. Coupé. What will they say when a night's turn to grey? We will keep on fighting till the end. Who